Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Très bien, c'est parfait. Ok, ça. Je suis Alice Borclav, la responsable du service FINACO qui est responsable pour la législation 30 bis 30 terre. Je suis une irlandophone, comme vous pouvez entendre, et c'est pour ça que ma collègue Michaela Grigorescu va donner cette session d'information. Mais je reste ici et on espère de pouvoir répondre à toutes vos questions. On vous donne le temps de poser vos questions à deux moments. Donc, comme ça, on peut rassembler vos questions et répondre en même temps. J'espère que ce sera clair. Et voilà, je laisse Michaela commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Alors, nous avons réfléchi à la manière dans laquelle on voulait effectuer cette séance d'information et nous avons réparti, j'espère de manière équitable, les points législatifs et donc les obligations en matière de déclaration de retenue, responsabilité solidaire, déclaration de travaux et Checking Network, et la partie questions. Nous avons reçu une partie de la part de la Confédération et nous avons rassemblé également quelques questions que nous avons reçues sur la boîte d'email du service contractant, le service que vous connaissez probablement sous la dénomination du service 30 bis. Alors, nous allons démarrer la présentation avec l'agenda. Donc, nous allons voir ensemble le point essentiel de la matière qui touche au secteur de la construction, la responsabilité solidaire, l'obligation de retenue sur facture, la déclaration de travaux. Après cette partie, je propose déjà une petite pause pour des questions, si vous avez sur cette matière, et nous allons continuer par la suite avec Checking Network, avec le champ d'application et les obligations légales, quelques astuces que nous avons trouvées intéressantes pour les membres, et bien sûr, encore une étape de questions. Alors, pour la partie de compte, oui. Vous ne voyez plus mon écran, je suppose, dans la présentation. Non, en effet. Ça va mieux maintenant, vous voyez? Non, on ne voit toujours pas votre écran. Peut-être. Ouais, je pense que c'est voilà. bien. Donc là, on voit ici maintenant le slide en cours et le slide suivant. C'est comme ça. Je laisse comme ça. C'est assez grand pour vous, vous pensez? Parce que je pense que j'essaie de trouver le petit onglet, mais... Adrien, tu peux Ça, peut-être c'est aider. Le deuxième écran.
En fait, ici, on a la liseuse, donc il faut sélectionner le premier écran comme écran partagé. Fait avant. Non, je n'ai plus ce message. J'avais avancé, c'est ce qui me dit. Et comme ça. Vous pensez que ça ira de cette manière? Je ne sais pas si c'est assez visible pour les participants. Si vous pouvez y aller comme ça. On va essayer de continuer de cette façon. Oui, je vous invite à essayer. Oui, merci. Alors, donc revenons à la matière. Les points législatifs que nous voulons reprendre, enfin faire un petit rappel de la matière de base. Quels sont les travaux, quels sont les secteurs visés par l'article 30 bis? Ce sont les travaux, c'est le secteur de la construction, donc les travaux immobiliers, la construction et le nettoyage. Et à partir du 1er avril 2019, il y a l'activité de livraison du béton prêt à l'emploi qui s'est rajoutée. À la même date, donc au 1er avril 2019, certaines activités de l'agriculture, de la sylviculture et horticulture ont été exclues. Au niveau de la réglementation de la législation du 30 bis de la loi du 27 juin 1969, il y a plusieurs obligations et également sanctions qui sont introduites. L'obligation de retenue sur facture, donc l'obligation qui revient aux entreprises d'effectuer lorsque son contractant est en obligation de retenue sur chèque obligation de retenue. La sanction, donc la responsabilité solidaire qui est applicable aux entreprises qui n'appliquent pas correctement l'obligation de retenue sur facture, et la déclaration de travaux, donc cette obligation qui revient aux entreprises lorsqu'elles effectuent des travaux visés. Nous allons reprendre un par un les points qu'on vient de voir. La responsabilité solidaire représente donc la sanction qui peut être appliquée aux entreprises, peu importe le rôle qu'elles jouent sur la déclaration de travaux, clients, donc de l'ordre d'ordre, entreprises déclarantes, sous-traitants. Donc, la sanction qui peut leur être appliquée si elles n'appliquent pas correctement l'obligation de retenue et si elles ne font pas attention au moment de la conclusion de la convention avec leur contractant et également au moment du paiement de la facture. La responsabilité solidaire est limitée au prix total des travaux confiés, donc 100% des travaux de la facture hors TVA. La responsabilité solidaire peut s'appliquer uniquement pour les travaux visés, bien entendu. Le deuxième point, au niveau de la législation, l'obligation de retenue sur facture, qui représente donc l'obligation qui revient aux entreprises lorsqu'elles doivent payer la facture de leur contractant pour des travaux visés, d'effectuer une retenue de 35% lorsque son contractant ou leur contractant se trouve en obligation présente des dettes sociales sur chèque obligation de retenue. Donc, dans ce cas, il faudra faire une retenue de 35% et verser ce montant à l'ONSS. Si l'entreprise présente une dette fiscale et renseignée comme présentant une dette fiscale sur le site, il faudra appliquer une retenue de 15% et verser ce montant auprès de SPF Finance. Quand on parle de dette sociale, on parle de deux aspects en même temps, la dette à l'ONSS, donc la situation à l'ONSS et la situation à l'OPOC. Le message qui est présenté sur chèque obligation de retenue
reprend les deux aspects ensemble. C'est uniquement ici à l'ONSS qu'on peut voir en fait qu'il s'agit d'une situation problématique soit à l'ONSS, soit à l'OPOC. Donc, le message est ensemble, c'est uniquement les agents ONSS qui peuvent dire s'il s'agit d'un problème ou de l'autre. Donc, nous avons accès à cette information, mais par contre, l'ONSS n'a pas accès à l'information concernant la situation à l'OPOC. On peut voir qu'il y a un problème, mais on ne peut pas constater quel est le problème. Dans ce cas, l'entreprise devra contacter directement l'OPOC. Le paiement, la retenue sur facture doit s'appliquer à chaque paiement de facture. Donc, c'est très important qu'on vérifie la situation de l'entreprise au moment même du paiement de cette facture. Donc, ne pas vérifier la situation de l'entreprise aujourd'hui et faire la retenue dans une semaine. La situation peut changer au fur et à mesure. Pour les entreprises qui font appel à un nombre élevé de sous-traitants, il y a également la possibilité, via le bill retailment, donc un web service qui permet la vérification en masse des entreprises du secteur. Il y a moyen de préparer ce versement pour la retenue sur le site. Et ce site va proposer également une communication structurée. Le paiement de cette retenue de 35% doit se faire sur le compte de la retenue. Donc, ce n'est pas le compte général de l'ONSS, c'est un compte spécial pour le paiement de retenue sur facture. Une petite remarque, lorsqu'il s'agit d'un client privé qui effectue des travaux à des fins privées, il n'est pas visé par l'obligation de retenue sur facture. Ici, nous avons mis une image, un exemple d'une réponse qu'on peut obtenir sur chèque obligation de retenue pour une entreprise. Dans ce cas, cette entreprise est en obligation pour le 2, mais au niveau du volet social, on ne sait pas à ce stade s'il s'agit d'une situation problématique au niveau de l'ONSS ou au niveau de l'ONSS et l'OPOC. Information que vous connaissez certainement, si c'est vert, il n'y a pas de retenue sur facture à appliquer. Si c'est rouge, il faudra appliquer la retenue. Si c'est gris, cela veut dire que l'entreprise ne tombe pas dans le champ d'application. Donc, de nouveau, il ne faut pas appliquer la retenue sur facture. Nous avons mis également les contacts de l'OPOC. Si l'information, si la réponse en rouge de l'entreprise concerne l'OPOC, il faudra les contacter directement à ce numéro de téléphone ou via email. En ce qui concerne les entreprises étrangères, puisque si elles viennent effectuer des travaux visés sur le sol belge, elles tombent également dans le champ d'application et donc dans le champ des obligations légales, avec une petite particularité, leur situation ne peut pas être consultée sur chèque obligation de retenue. Il faudra faire une retenue lorsque cette entreprise étrangère n'est pas en mesure de fournir des documents de détachement valables pour tous les ouvriers, pour lequel il y a une situation de détachement. Attention, la déclaration Libonza ne représente pas un document de détachement. Donc, si vous travaillez avec des entreprises étrangères et elles ne sont pas en mesure de vous fournir un document de détachement pour tous les ouvriers, nous vous conseillons d'appliquer la retenue sur facture, verser ce montant à l'ONSS. Nous avons également listé quelques questions par rapport à l'obligation de retenue sur facture. Si je ne suis pas sûre du document A1 que je reçois de la part de l'entreprise étrangère, est-ce que je dois faire la retenue sur facture? Nous conseillons, en cas de doute, de faire cette retenue sur facture. S'il y a des doutes ou s'il y a des éléments manquants ou si le document n'est pas présenté pour tous les ouvriers, nous conseillons cette retenue sur facture puisque l'entreprise étrangère pourra de toute manière récupérer cet argent, donc ce montant, si elle fait le nécessaire au niveau de l'ONSS en matière de documents de détachement. Est-ce qu'une entreprise doit faire une retenue de manière standard par rapport à ses sous-traitants étrangers? La réponse est non. Il faut effectuer, nous conseillons la retenue sur facture uniquement quand il y a des éléments de doute ou il y a des éléments manquants au niveau des documents de détachement. Donc, il faut plutôt rester vigilant par rapport aux documents qui sont transmis par l'entreprise étrangère. La déclaration de travaux.
Donc, au niveau de la déclaration de travaux, les travaux qui sont visés par la législation, donc les travaux de construction, de nettoyage, de livraison de béton prêt à l'emploi, doivent faire l'objet d'une déclaration sous certaines conditions en matière de montant et d'appel aux sous-traitants. Donc, ici, nous parlons dans tous les cas de figure d'une entreprise qui signe directement un contrat avec le client. Ce n'est pas au sous-traitant de faire une déclaration de travaux, c'est à l'entreprise qui signe un contrat direct avec le client. Et elle doit déclarer les travaux sous certaines conditions. Si le montant de son contrat est de 30 000 € ou plus, elle devra faire une déclaration de travaux. Si elle fait appel à un sous-traitant, ce montant va être diminué à 5 000 €. Et si elle fait appel à 2 sous-traitants ou plus, il n'y a plus de montant limite pour déclarer les travaux. Je l'ai déjà précisé, les entreprises étrangères qui viennent effectuer des travaux visés sur le sol belge sont soumises aux mêmes obligations légales, donc elles aussi devront déclarer leur contrat signé directement avec le client sur le sol, pour les travaux sur le sol belge. Nous avons pris l'exemple d'une chaîne de sous-traitance avec un donneur d'ordre qui a signé dans ce cas 3 contrats avec 3 entreprises différentes, distinctes, et chaque entreprise a dû encoder son contrat sur cette même déclaration qui concerne le même projet pour le même client, et chaque entreprise a dû encoder sa chaîne de sous-traitance. Quelles sont les informations qu'il faut déclarer lors d'une déclaration de travaux? Il faut bien entendu renseigner le type de travaux, s'il s'agit de travaux immobiliers ou d'autres natures. Il faut renseigner les données concernant le client, donc le donneur d'ordre, la localisation des travaux, le détail des travaux, donc s'il s'agit d'un montant supérieur à 500 000 €, donc s'il y a un check network à appliquer, la finalité, de manière facultative optionnelle plutôt la liste des maîtres d'œuvre et des coordinateurs, si c'est le cas, et les détails du contrat, le montant, la date de début et de fin des travaux. Par la suite, il faudra ajouter les sous-traitants. Dans tous les cas de figure, nous conseillons l'utilisation du mode conseillé, du mode sécurisé pour une déclaration de travaux. Le mode sécurisé permet l'accès à toutes les fonctionnalités accessibles via une déclaration de travaux, donc avoir accès à l'historique des sous-traitants, avoir accès aux différentes possibilités de modifier une déclaration de travaux. Fonctionnalité qui est très intéressante pour, par exemple, pour les modifications effectuées par la centrale de béton, donc pour le projet central de béton. En mode non sécurisé, les fonctionnalités sont limitées, non seulement en matière de modification, mais également en matière de visualisation de l'historique des déclarations et des derniers sous-traitants. Avec une petite remarque, s'il s'agit d'un mode sécurisé ou pas sécurisé, peu importe, il est impossible de modifier les informations qui concernent la partie commune, donc la partie du donneur d'ordre. S'il y a une erreur, s'il y a quelque chose à modifier sur cette partie, il faudra contacter le service contractant. Nous avons reçu également des questions concernant la manière dans laquelle il faudra s'enregistrer, comment s'enregistrer sur le site, sur le portail. Pour une entreprise toute nouvelle, elle doit d'abord s'enregistrer. Nous avons mis l'onglet que l'entreprise, que le responsable de l'entreprise doit cocher. Et puis, le responsable devra enregistrer cette entreprise dans CESAM afin de créer le lien entre la fonction légale du responsable et cette entreprise. Une fois créé ce lien sur CESAM, il y a moyen de désigner les différents gestionnaires d'accès pour traiter les différentes applications sur le portail de la sécurité sociale. Nous avons mis également le lien qui permet à gérer par la suite les accès. Donc, une fois créé le lien entre la fonction légale du responsable et l'entreprise, on peut gérer les accès, donc désigner un gestionnaire d'accès principal, un gestionnaire d'accès local et les utilisateurs. Avec la remarque que le gestionnaire d'accès local a accès à toutes les applications, tandis que les utilisateurs ont accès uniquement à l'application qui leur a été désignée. Une fois dépassé cette étape, il faudra revenir sur le portail et se connecter avec sa carte électronique
via cet onglet « Se connecter ». Au niveau des accès, l'entreprise étrangère doit aussi procéder plus ou moins de la même manière, sauf qu'elle doit également introduire une demande à l'ONSS pour obtenir un numéro de BCE pour pouvoir introduire par la suite sa déclaration de travaux et effectuer une demande d'accès sécurisé. Nous avons mis sur ce slide la procédure à laquelle l'entreprise étrangère doit faire appel pour obtenir ces accès. Quels travaux il faut déclarer? Bien entendu, il faut déclarer les travaux visés. Cela veut dire les travaux de nettoyage, de construction. Il y a toute une liste dans la biocométon que vous connaissez certainement. Et à cette liste, il y a la livraison de béton prêt à l'emploi qui s'est rajoutée récemment. Il ne faut pas déclarer donc les travaux qui ne sont pas visés, par exemple la livraison des biens, sa mise en œuvre, les activités de conseil, avec cette exception par rapport à la livraison du béton prêt à l'emploi. Donc, par exemple, la livraison de pierres sans mise en œuvre ne doit pas être visée, ne doit pas être déclarée, mais s'il s'agit d'une mise en œuvre de cette activité, il faudra l'inclure dans la déclaration des travaux selon les conditions de montant et d'appel au sous-traitant. À part les travaux visés en matière de secteur de construction, il y a également une autre catégorie de travaux qui doivent faire l'objet d'une déclaration. C'est une catégorie qui a été fournie par la législation du SPF Emploi. Vous avez une liste complète dans l'acte royal du 25 janvier 2001. De manière générique, ces travaux sont connus sous la dénomination des travaux dangereux. Et donc, ces travaux doivent faire également l'objet d'une déclaration de travaux sous certaines conditions. Si elles sont dans cette liste visée par l'arrêté royal et si la durée de ces travaux dépasse 5 jours ouvrables. Mais, avec une petite remarque, ces travaux dangereux qui doivent être déclarés dans la déclaration de travaux ne sont pas visés par l'obligation de retenue ni par la responsabilité solidaire. Nous devons vous signaler également qu'il y a une petite contrainte technique au niveau de l'application de déclaration de travaux qui ne permet pas de déclarer ces travaux d'une autre manière qu'en tant que travaux immobiliers. Donc, si vous travaillez avec des entreprises qui doivent être signalées dans la déclaration de travaux uniquement par le caractère dangereux de leur intervention, vous pouvez nous le signaler via l'adresse contractant pour tenir à l'œil à ce que cette entreprise ne soit pas visée par l'obligation de retenue, à ce qu'elle ne soit pas listée sur chèque obligation de retenue. Alors, comment déclarer les travaux? Nous travaillons avec deux notions. La notion de projet, lorsqu'il s'agit de finalité spécifique. Un projet égale une déclaration de travaux. Donc, si un client signe plusieurs contrats avec plusieurs entreprises déclarantes, étant donné qu'il s'agit d'un seul projet, tous ces contrats doivent se trouver sur cette même déclaration de travaux. La deuxième notion, c'est la notion de contrat, lorsqu'il s'agit d'une finalité continue. Dans ce cas, il faudra effectuer une déclaration de travaux pour chaque contrat. Par exemple, les contrats cadres ou les contrats d'entretien, un contrat de nettoyage qui se déroule sur 4 années peut être visé par cette situation. Donc, un contrat de nettoyage signé pour 4 ans doit faire l'objet d'une seule déclaration de travaux et au niveau du montant qui doit être encodé, il faudra faire une estimation sur base annuelle pour savoir si ce contrat est visé ou pas, cette déclaration est visée ou pas par l'enregistrement de présence. Lorsqu'il s'agit de plusieurs adresses, au niveau de cette déclaration, vous pouvez nous les communiquer via l'adresse email contractant. Au 1er avril 2019, la centrale de béton, la livraison du béton prêt à l'emploi a été rajoutée en tant qu'activité visée par la législation 30 bis. Et donc, nous avons fait quelques adaptations dans la déclaration de travaux, puisque la centrale de béton doit être déclarée dans la déclaration de travaux en tant qu'intervenant dans la chaîne de sous-traitance et également avec
le livreur qui va effectuer la livraison du béton prêt à l'emploi. Il y a deux possibilités pour pour déclarer la centrale de béton qui, dans la plupart des cas, sera signalée en tant que sous-traitant. Donc, il y a deux possibilités, soit la déclarer comme telle avec son numéro BCE et la liste de livreurs dans la déclaration des travaux. Nous allons voir un peu plus loin comment cela se passe. Soit déclarer la centrale de béton de façon classique, donc introduire le numéro BCE et par la suite déclarer le sous-traitant qui va livrer le béton sur le chantier. Le croisement de données Check-in Network va permettre à l'ONSS, donc à l'inspection, d'identifier la personne qui est venue pour la centrale de béton, pour la livraison du béton prêt à l'emploi. Si jamais, lorsque vous déclarez une centrale de béton dans une déclaration de travaux, vous constatez qu'il n'y a pas de liste de livreurs chargés dans la déclaration de travaux, vous pouvez nous contacter et nous fournir leurs coordonnées. Et de cette manière, nous allons pouvoir prendre contact avec la centrale de béton pour leur expliquer ce produit. Et donc ici, nous allons voir comment cela fonctionne dans la pratique. Nous sommes ici, l'entreprise déclarante est en train de déclarer la centrale de béton en tant que sous-traitant. Donc, il va encoder le numéro BCE de la centrale de béton. Ensuite, il arrive sur cette page où il récupère les données correspondantes à la centrale de béton. Il devra par la suite cocher en fonction de la situation les onglets amiante ou pas amiante, la période de l'intervention. Et tout en bas, il y a un onglet consulter, modifier la liste qui permet à l'entreprise déclarante de récupérer directement la liste de livreurs, donc de livreurs de béton avec laquelle la centrale de béton travaille. Donc en cliquant sur cet onglet, il y a moyen de récupérer la liste qui a été transmise par la centrale de béton, donc la liste de livreurs permanents, si on peut dire de cette manière, avec laquelle la centrale de béton travaille de manière quotidienne. Une fois cliqué sur la liste, l'entreprise déclarante, le déclarant va arriver sur cette image où il doit choisir le code postal qui représente en fait l'unité d'établissement. Donc, chaque code postal est réparti, chaque filiale d'une centrale de béton a un code postal réparti. Donc, il faudra sélectionner le code postal et en fonction du code postal sélectionné, il y aura une liste de livreurs pour la centrale de béton qui sera uploadée. Ce que l'entreprise déclarante peut faire en fonction de la situation qui se présente, s'il connaît le livreur qui va se présenter sur le chantier, il peut cocher directement le livreur qui lui a été signalé. S'il connaît plus ou moins 2 ou 3 livreurs possibles, il peut cocher ce 2 ou 3 livreurs possibles. Et s'il n'a aucune information de la part de la centrale de béton pour savoir quel est le livreur qui va se présenter sur le chantier, il pourra cocher toute la liste. Il y a ici l'onglet « Tout sélectionner », donc l'entreprise déclarante va pouvoir sélectionner toute la liste de livreurs qui est chargé pour la centrale de béton. Et donc, pour cet aspect, le croisement de données entre la liste chargée pour cette déclaration de travaux et le check-in network fait sur le chantier va permettre à l'ONSS de savoir quel est le livreur qui s'est présenté réellement sur le chantier. Donc, le déclarant peut cocher sans problème toute cette liste si elle n'a pas les informations qui lui permettent d'identifier correctement le livreur qui va se présenter sur le chantier. Mais bien entendu, s'il a cette information, il devra compléter de manière correcte sa déclaration. Une fois coché le livreur ou la liste apparaît dans cette image. Tout ce qu'on a renseigné avant au niveau de la centrale de béton sera repris par défaut aux livreurs qui ont été sélectionnés via la liste, mais toutes les informations sont modifiables. Par défaut, l'activité de maçonnerie et de béton sera reprise, mais
elle également peut être modifiée. Quelques éléments par rapport à ce projet qui a été mis en place au 1er janvier 2022 concernant la livraison de béton à l'emploi. Donc, ce projet est en production depuis le 1er janvier 2022. Ce projet permet de nouvelles fonctionnalités uniquement pour l'ajout des sous-traitants de la centrale de béton et uniquement pour les centrales de béton. Donc, si vous essayez de déclarer de la même manière une entreprise qui ne représente pas une centrale de béton, vous n'allez pas arriver sur cette page pour uploader la liste. L'utilisation correcte de cette fonctionnalité est possible uniquement en mode sécurisé. Et un petit rappel, le code postal représente en réalité les différentes unités d'établissement des centrales de béton. Nous avons également un timing qui est mis en place entre l'ONSS et les centrales de béton. Les centrales de béton doivent nous fournir trimestriellement des listes de leurs livreurs permanents. Les listes seront chargées dans la déclaration de travaux le premier jour du trimestre. Donc ici, la liste suivante sera chargée pour le 1er juillet, par exemple. Et donc, les centrales de béton ont des dates bien précises que vous voyez sur ce slide, jusqu'auquel elles peuvent uploader via un URL leur liste de livreurs. Ensuite, il y aura un badge automatique sur cette liste et l'ONSS pourra traiter en collaboration avec la centrale de béton les éventuelles anomalies. Une fois ce délai dépassé, la liste sera uploadée comme telle sur le site et il n'y a plus moyen de modifier cette liste jusqu'à la prochaine actualisation de la liste de livreurs de béton. Nous avons abordé également d'autres sujets par rapport à la déclaration de travaux. Par exemple, en ce qui concerne les promoteurs immobiliers qui sont visés depuis 2014 avec une double casquette. Donc, ils agissent en tant que donneurs d'ordre et entreprises déclarantes à la fois, avec la particularité dans ce cas que le promoteur immobilier devra gérer par lui-même la déclaration de travaux. Quand on parle d'une promotion immobilière, on parle d'office de la notion de vente. 1%, 2%, 20% de ce projet immobilier est destiné à la vente. S'il s'agit d'une location à 100%, nous ne parlons pas d'une promotion immobilière. Donc, dans ce contexte, le promoteur immobilier qui va agir sur une déclaration de travaux avec la double casquette devra gérer la déclaration, donc encoder toutes les autres intervenants sur ce chantier en tant que ses propres sous-traitants. Au niveau du check-in, donc le promoteur immobilier est responsable de cette déclaration de travaux. C'est à lui d'encoder les sous-traitants et les autres intervenants, lorsqu'ils font appel à des sous-sous-traitants, doivent signaler au promoteur les coordonnées afin que le promoteur encode ces données dans la déclaration de travaux. Au niveau de check-in, la situation est un peu différente puisqu'il y a moyen de mettre en place des conventions entre les intervenants sur un chantier. Au niveau des travaux de raccordement, puisqu'on a eu également cette question, les travaux de raccordement sont déclarés par l'entreprise d'utilité publique. Donc, ce n'est pas à l'entreprise qui gère un projet de construction de déclarer, sauf s'il s'agit de travaux spécifiques. Donc, s'il s'agit de travaux faits dans la maison, par exemple, en lien avec ce raccordement, mais des travaux vraiment spécifiques, tout ce qui s'arrête au niveau du réseau de l'entreprise d'utilité publique et à la charge de l'entreprise d'utilité publique. Au niveau des autres questions qu'on a reçues sur la boîte contractante cette fois-ci, si l'entreprise déclarante peut modifier la partie commune, dans ce cas, nous parlons de la partie donneur d'ordre. On a déjà vu cette information. Nous ne pouvons pas, les entreprises n'ont pas accès à cette partie. Elles doivent contacter le service contractant pour effectuer des modifications pour la partie commune. Au niveau du volet plan bis, il peut être modifié, mais à condition d'utiliser la déclaration de travaux en mode sécurisé. Si on a fait des erreurs au niveau du maître d'ouvrage, il faudra contacter le service contractant pour modifier les données. Si les entreprises ont des questions pratiques
et techniques, au niveau de la déclaration de travaux, elles doivent contacter soit le centre Eranova, soit le service contractant. De quelle manière ou par quelle voie une déclaration de travaux peut être introduite auprès de l'ONSS en ligne, en mode sécurisé, le mode qui est conseillé, ou non sécurisé, mais ce mode n'est pas du tout conseillé au niveau des fonctionnalités, ou un système de batch lorsque une entreprise doit introduire un nombre élevé de déclarations. Et nous avons mis le lien pour les informations concernant le système de batch. Une autre question, comment ajouter une entreprise, un sous-traitant étranger qui ne possède pas de numéro d'entreprise belge? Il faut le déclarer avec son numéro de TVA intracommunautaire. D'ailleurs, nous conseillons aux entreprises, lorsqu'elles utilisent des entreprises étrangères, de privilégier leur numéro de TVA intracommunautaire. Et nous avons reçu également des documents, une question par rapport aux documents automatiques. Quels sont ces documents et à qui les documents sont destinés? Les documents les plus importants sont les documents 3/1 qui est destiné aux sous-traitants pour leur signaler que l'entreprise déclarante les a déclarés dans une déclaration. 3/2, c'est une lettre qui part vers le donneur d'ordre pour lui signaler que son déclarant a fait le nécessaire en matière de déclaration de travaux. Et le check-in one pour signaler à tous les intervenants sur un chantier que ce chantier est visé par le check-in network. Je vous propose de nous arrêter ici pour la première partie. S'il y a des questions pour la matière que nous venons de voir ensemble. Oui, en effet, il y a l'une autre question. La première, c'est une confirmation. Donc, si on respecte la réglementation par rapport à la responsabilité solidaire et s'il n'y a pas de revenus à faire, la personne, l'entrepreneur, ne peut pas être responsable solidairement de la situation. Ou plutôt, il y a une dette, on fait les retenues, et dans ce cas-là, l'entreprise ne peut pas être tenue solidairement par la suite. La responsabilité solidaire concerne deux moments, précisément, le moment de la signature de la convention et le moment du paiement de la facture. Donc, une entreprise qui effectue correctement la retenue, elle ne peut pas avoir la situation d'une responsabilité solidaire. Le risque est présent lorsque l'entreprise ne fait pas le nécessaire. Ça, c'est un risque réel, mais lorsque l'entreprise fait correctement, applique correctement la retenue et, attention, verser cette retenue à l'ONSS, puisque nous avons vu des situations avec des entreprises qui appliquent la retenue, mais qui ne versent pas ce montant à l'ONSS. Donc, ça, c'est une autre situation. Donc, si elle n'applique pas correctement, il y a effectivement ce risque de tomber en responsabilité solidaire, donc de voir cette situation, se voir en responsabilité solidaire pour les dettes sociales de notre entreprise. Et alors, autre question par rapport aux travaux dangereux. Donc, dans les travaux dangereux, il y avait entre autres le travail à plus de 5 mètres du sol. Dans ce cas-là, tous ces travaux dangereux doivent d'office être déclarés, quel que soit le montant du chantier. C'est bien cela? Il y a deux conditions par rapport aux travaux dangereux. Non seulement la hauteur, donc par exemple pour les travaux d'échafaudage, on parle d'une hauteur, la plupart des cas, supérieure à 5 mètres, mais il y a également la durée des travaux qui doit dépasser 5 jours ouvrables. Donc, si on remplit ensemble les deux conditions, oui, ces travaux doivent faire l'objet d'une déclaration de travaux, peu importe le montant, puisque ce n'est pas le montant qui compte, c'est la nature de l'activité et la durée de l'activité qui doit être prise en compte. Okay. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, un couvreur qui va à plus de 5 mètres du sol, mais le chantier dure 3 jours, si on est à moins de 30 000 €, il ne doit pas déclarer son chantier. Quand nous parlons de la durée de l'intervention, c'est la durée de la personne même. Hein. Donc, ce n'est pas la durée du chantier immobilier, par exemple, qui peut durer des mois. C'est l'intervention en hauteur qui compte. Si quelqu'un doit intervenir pour monter l'échafaudage pendant 5 jours ouvrables, à une hauteur de 5 mètres, à ce moment-là, on peut considérer qu'on est dans les conditions pour déclarer les travaux. Donc, c'est l'activité et la durée de cette activité qui compte. OK. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver par rapport aux travaux dangereux.
Donc, il y a les travaux honteurs, il y a, je suppose, le travail avec l'amiante, mais qu'est-ce qu'on entend d'autre par travaux dangereux? Il y a par exemple, il y a toute une liste et qui est également reprise sur ce PowerPoint. Mais par exemple, les travaux en profondeur de supérieur à 1,20 m, par exemple. Les travaux en présence de produits toxiques. Cette partie est gérée par le SPF Emploi. Donc, si vous voulez, nous avons pris, le plus souvent en matière de construction, nous travaillons avec les travaux d'échafaudage, les travaux qui dépassent 5 mètres, qui qui sont effectués sur une durée supérieure à 5 jours. Dans les autres cas, nous avons plus rarement la situation, peut-être également des travaux effectués des travaux en profondeur de plus de 1,20 m, mais pour le reste, on se trouve moins dans la situation des travaux dangereux lorsqu'on parle d'un secteur de la construction. Donc, si vous voulez, si vous souhaitez avoir une liste complète et un descriptif complet des travaux dangereux, nous pensons que c'est plutôt le SPF Emploi qui peut vous éclaircir sur ces points. De notre point de vue, c'est plutôt les travaux d'échafaudage qui peuvent être concernés et qui peuvent être les questions concernant les échafaudages qui peuvent être transmises à l'ONSS. Puisque nous avons souvent des questions concernant l'activité de location des échafaudages, est-ce que cette activité est visée ou pas? La location, non, elle n'est pas visée s'il s'agit de la simple location, sauf si cette location remplit les deux conditions que je viens de mentionner, la hauteur et la durée des travaux sur ce chantier. Et donc, dans ce cas, oui, les travaux devront être déclarés. Merci. Alors, autre question par rapport à un travailleur étranger. Donc, un travailleur étranger qui n'a travaillé qu'un jour pour un sous-traitant étranger, ce sous-traitant n'a pas de dette sociale, mais l'ouvrier n'a pas de A1. Donc, dans ce cas-là, par rapport à l'information que vous avez dite, il faut faire une retenue de 35%. Mais qu'en est-il s'il y a une disproportion entre le montant de la retenue et le fait ici, le montant de la retenue risque d'être plus important que le montant. Oui, mais ici, au niveau de la législation, c'est clair, un document de détachement pour tous les ouvriers concernés par le détachement. Donc, qu'il s'agisse d'un ouvrier ou qu'il s'agisse de 10, tous les ouvriers doivent être en possession d'un document de détachement valable pour toute la période pour laquelle ils ont travaillé. Et donc, nous conseillons toujours aux entreprises d'appliquer cette retenue, la verser à l'ONSS, puisque par la suite, l'entreprise qui ne fait pas un nom au niveau du document de détachement, elle n'aura qu'à nous fournir ce document pour récupérer la retenue. Donc, ce montant n'est pas perdu pour l'entreprise étrangère, c'est seulement qu'il reste en attente à l'ONSS le temps que l'entreprise prouve qu'elle est en ordre au niveau de son détachement. OK. Mais par rapport, je pense qu'il est possible lorsque une entreprise, un sous-traitant n'est pas en ordre, s'il a une dette, imaginons, de 3 000 € à l'ONSS et que les 35% que l'entrepreneur devrait lui retenir correspondent par exemple à 10 000 €, il est possible dans ce cas-là de ne verser que 3 000 € à l'ONSS, ce qui correspond uniquement à la dette, je pense. Oui, effectivement, il y a une possibilité, mais en ce qui concerne les entreprises belges, il y a moyen d'obtenir une attestation de limitation de la retenue sur facture lorsque le montant de la facture dépasse 7 143 € par mois. Donc, dans ce cas, oui, l'entreprise peut faire une demande et nous allons fournir cette attestation que l'entreprise peut livrer à son contractant et donc limiter la retenue sur facture au montant qui est indiqué sur l'attestation. Mais cette législation est valable uniquement pour les entreprises étrangères puisque nous, on devra mettre sur l'attestation le montant à jour de la dette présente sur le compte de l'entreprise, y compris le montant de la dette éventuelle au niveau de l'OPOC. Donc souvent, cette attestation de limitation de la retenue sur facture n'est pas avantageuse par comparaison avec la retenue qui doit être appliquée. Elle n'est pas avantageuse puisque nous allons devoir mettre tout le montant sur l'attestation de limitation de la retenue. Mais elle n'est pas valable pour les entreprises étrangères. Alors, il y a une question qui, lorsqu'on fait une retenue, lorsqu'il y a une obligation de retenue pour un entrepreneur,
la situation de cet entrepreneur peut évoluer au jour le jour, comment peut-on apporter la preuve qu'au moment où on a payé, il était bien en ordre? Donc là, en tout cas, le conseil que nous, on apporte, c'est d'imprimer l'attestation le jour du paiement, stipulant que l'entreprise était bien en ordre. Est-ce que c'est la bonne démarche à réaliser? C'est une démarche possible, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'ONSS, nous avons accès à tout l'historique pour préciser exactement à quel moment une entreprise a été en obligation et pour quelle période. Donc, pour se couvrir, l'entreprise peut imprimer la situation, mais tout en sachant que l'entreprise doit verser ce montant le moment même. Ne pas laisser quelques jours, puisque la situation peut évoluer. Et ce n'est pas de cette façon que l'obligation de retenue fonctionne. Il faut appliquer la retenue uniquement si l'entreprise est en obligation au moment même. Si la situation... Oui, j'aimerais bien ajouter quelque chose, mais je ne sais pas allumer mon vidéo parce que personne ne peut le faire pour le moment. Mais c'est mis dans la législation aussi, dans la loi même, que la base de données de l'ONSS pour l'obligation de retenue a une preuve. C'est une preuve, nous sommes la source authentique. Donc, pour ce qui concerne la dette sociale, ce n'est pas nécessaire de faire un clean ou imprimer quelque chose. Pour ce qui concerne la dette fiscale, là, vous avez la possibilité de demander ou d'obtenir une attestation et de l'imprimer. Mais pour la dette sociale, ce n'est certainement pas nécessaire parce que l'ONSS sait toujours exactement à quel moment la décision qu'elle a été affichée sur le site qui est disponible pour le public. D'ailleurs, la préparation en ligne du versement de l'obligation de la retenue est possible uniquement si l'entreprise apparaît en rouge. Autrement, il n'y a pas moyen d'aller vers le programme qui prépare le versement et qui fournit donc la communication structurée. Mais oui, effectivement, le site de l'ONSS, c'est une preuve, c'est la preuve authentique et nous avons l'historique de la situation de l'entreprise si jamais il y a une contestation ou autre situation qui pose problème au niveau de l'obligation de retenue sur facture. Merci. Alors, je continue dans la question. Est-ce que les travaux de recadrement d'un logement à l'égout fait partie des travaux à déclarer? Donc, le raccordement aux égouts. Normalement, ça dépend, il faudra regarder situation par situation. Normalement, si le raccordement se limite au réseau dans la rue, il ne faut pas faire la déclaration. C'est à l'entreprise de raccordement qui doit le faire. S'il faut aller de manière plus spécifique dans les travaux, il faut prolonger, par exemple, il faut adapter le réseau. Dans ce cas, c'est mieux de déclarer l'entreprise qui fait le nécessaire. Mais de manière classique, si l'intervention s'arrête sur les réseaux existants, c'est à l'entreprise d'utilité publique qui doit faire le nécessaire. Bon, ça suscite des questions, hein. Lorsqu'on fait la déclaration de travaux, la centrale à béton n'est pas toujours connue et encore moins la société de livraison. Les sous-traitants pas définis, comment faire? Normalement, l'entreprise déclarante doit connaître au moins le nom de la centrale de béton qui va livrer le béton, normalement. Donc, le déclarant doit encoder le numéro BCE de l'entreprise de la centrale de béton et éventuellement, si elle connaît, l'identification de son sous-traitant, donc du livreur. Et si elle n'est pas en possession de cette information de la part de la centrale de béton, elle peut utiliser la liste que nous avons vue ensemble. Mais l'information concernant l'identification de la centrale de béton, cette information devrait être connue par l'entreprise déclarante. Alors, autre question. Est-on responsable en tant que sous-traitant si le maître d'ouvrage ne déclare pas les travaux et ne souhaite pas le faire? Si c'est le cas, que faire? Et qui doit encoder les sous-traitants? Le maître d'ouvrage peut-il le faire à la place de l'entrepreneur à qui il fait appel et qui emploie des sous-traitants? Les obligations en matière de déclaration de travaux ont été définies
sur base du contrat. Donc, qui a signé le contrat avec le client? C'est cette entreprise qui doit faire la déclaration en fonction des conditions de montant et des conditions d'appel au sous-traitant. Donc, si une entreprise qui signe un contrat avec un client, le montant de son contrat est de 30 000 ou supérieur, elle devra d'office déclarer les travaux. Si elle fait, on a déjà vu ce slide, 5 000 le montant du contrat s'il fait appel à un sous-traitant, ou aucun montant seuil s'il fait appel à plusieurs sous-traitants. Mais la déclaration de travaux doit être par l'entreprise qui signe le contrat et pas par le client même. Qui doit encoder les sous-traitants? De la même manière, les sous-traitants doivent être encodés par l'entreprise qui fait la déclaration, donc par l'entreprise déclarante. Qui doit signaler les sous-traitants à l'entreprise déclarante? C'est l'entreprise qui fait appel à un sous-traitant. Donc, si on a une entreprise déclarante qui fait appel à un sous-traitant et ce sous-traitant fait appel à un autre sous-traitant, le sous-traitant A doit signaler à l'entreprise déclarante qu'il va faire appel au sous-traitant 2. Et de cette manière, le déclarant est en possession de toutes les informations qu'il doit encoder dans la déclaration de travaux. La notification doit se faire d'office par écrit. Comme ça, il y a une preuve de qui a fait le nécessaire et qui n'a pas respecté les obligations légales. Si le sous-traitant communique les informations de manière écrite à l'entreprise déclarante, il a rempli son obligation légale. Si le déclarant n'a pas fait le nécessaire, c'est à lui de répondre au niveau de la législation pour le fait qu'il n'a pas fait le nécessaire en matière de déclaration de travaux. Mais ce n'est pas au client d'introduire une déclaration de travaux, c'est à l'entreprise qui a signé le contrat avec le client, je m'excuse. Ouais. Et ça rejoint la dernière question. Est-il permis de prévoir contractuellement que les promoteurs chargent l'entreprise générale de déclarer les travaux? Donc ça rejoint ce que vous venez de dire juste auparavant. Au niveau de la responsabilité du point de vue de l'ONSS, c'est toujours le promoteur qui restera responsable de la déclaration. C'est pour cette raison qu'il remplit la double fonction, client et entreprise déclarante, et tous les autres intervenants seront repris comme des sous-traitants. Il peut signer des contrats avec une entreprise générale, par exemple, pour se couvrir pour certaines situations, mais au niveau de l'ONSS et au regard de l'ONSS, c'est toujours le promoteur qui sera responsable de la situation indiquée sur la déclaration de travaux. Alors, dernière question avant de passer à la suite. Concernant les échafaudages, un entrepreneur général doit-il déclarer un loueur d'échafaudage qui n'est chargé que du montage et démontage de ses propres échafaudages? La location n'est pas visée par les travaux immobiliers, donc ça ne représente pas une activité immobilière, mais ça peut constituer une activité dangereuse au niveau de la législation du SPF Emploi, et cette activité doit être déclarée si elle remplit les deux conditions mentionnées avant, donc la hauteur et la durée supérieure à 5 jours ouvrables. Dans ce cas-là, elle est déclarée par l'entreprise qui monte l'échafaudage. Pardon? Dans ce cas-là, elle est déclarée par l'entreprise qui monte l'échafaudage. Non, cette obligation revient toujours à l'entreprise déclarante. Okay, c'est seulement l'entreprise déclarante qui va toucher à la déclaration. Les sous-traitants ne doivent jamais intervenir sur une déclaration. C'est toujours l'entreprise déclarante qui va gérer sa propre déclaration, sa propre chaîne de sous-traitance. Par rapport aux travaux d'échafaudage, dans la situation que vous venez de mentionner, ces travaux ne sont pas visés par l'obligation de retenue ni par la responsabilité solidaire. Ils doivent être indiqués dans la déclaration uniquement par la suite de leur caractère, mais ils ne sont pas visés par les obligations de retenue de responsabilité solidaire. Merci. Là, nous avons fait le tour des questions actuelles. Alors, nous continuons avec Check Network, qui représente une obligation légale imposée par la législation du SPF Emploi, la loi du bien-être au travail du 4 août 1996. Au niveau de l'ONSS, nous avons une gestion partagée des données. La législation appartient au SPF Emploi, mais l'application et le flux de données se font à l'ONSS.
Merci pour la modification. Au niveau de l'enregistrement de présence, nous avons repris qu'est-ce qu'un enregistrement de présence représente. Cet enregistrement in, il n'y a jamais un out pour l'enregistrement de présence, représente un in d'une personne qui effectue des travaux pour des travaux visés sur un lieu visé par rapport aux activités, avant d'aller sur le lieu de travail, le jour même ou à l'avance en fonction de l'application utilisée et par jour entier, donc pas par créneau d'horaire. Et s'il faut faire une modification, cet enregistrement peut être annulé, par exemple, jusqu'à 23h59 de la journée concernée par l'enregistrement. L'enregistrement de présence est utilisé pour la sécurité des travailleurs, comme le nom le dit, la protection des travailleurs et également dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale. L'enregistrement de présence ne représente pas un taux de facturation, un taux de planification, ni une preuve de présence ou d'heures prestées. Il y a seulement le in, et donc si une personne doit se présenter sur plusieurs chantiers visés tous par l'enregistrement de présence, cette personne devra s'enregistrer sur tous les chantiers. Donc, on aura par exemple 3 in sur 3 déclarations de travaux et aucun out. Quels sont les lieux visés par l'enregistrement de présence? Les chantiers temporaires et mobiles dont le montant est égal ou supérieur à 500 000 €. Si le montant est inférieur, l'enregistrement n'est pas obligatoire, mais il est bien entendu possible. Qui doit s'enregistrer sur un chantier toujours avant de commencer les travaux? Toutes les personnes qui effectuent des travaux immobiliers et également les fonctions de coordination qui ont une place bien particulière au niveau de la déclaration de travaux. Donc, les personnes qui effectuent des travaux immobiliers et les fonctions de coordination doivent enregistrer leur présence de manière quotidienne. Comment enregistrer sa présence sur un chantier? Il y a 4 canaux, soit via le desktop, donc l'application desktop, à distance pour le jour même ou pour une période plus longue à l'avance, soit via l'application mobile. Dans ce cas, c'est un enregistrement sur place. Le gateway, c'est de nouveau un enregistrement sur place pour le jour même. Et il y a également le web service, un canal qui est relié au système informatique de l'entreprise qui permet l'enregistrement pour le jour même ou un jour à l'avance. Nous avons indiqué également une légende de l'information qu'une entreprise peut trouver dans l'application Check-in Network lorsqu'elle consulte les check-in. Info, c'est la remarque qui vient suite à l'enregistrement de présence. Le ID, c'est le numéro d'identification d'un check-in. Donc, pour chaque check-in, il y a un numéro d'identification spécifique. Donc, c'est la confirmation du check-in. Quand c'est le jour pour lequel l'enregistrement a été réalisé, donc pour le jour X par jour. Le numéro du lieu de travail, c'est le numéro de la déclaration de travaux. Le NIS est le nom de la personne pour laquelle on a fait l'enregistrement. La date et l'heure de l'enregistrement effectué dans le système. Donc, on peut avoir la date il y a une semaine, si on a fait l'enregistrement pour aujourd'hui à l'avance. Le canal, donc si c'est le web service ou le desktop, par exemple. L'identifiant du déclarant, soit l'identifiant unique lorsque l'entreprise utilise le web service, soit le numéro BCE et le NIS du déclarant, et le statut s'il est validé. Il y a également, dans l'application Check-in Network, il y a 17 remarques possibles. Ce sont des remarques non bloquantes, donc un enregistrement reste complètement valable malgré la remarque qui est présente, par exemple. Et ces 17 remarques aident le déclarant à gérer la déclaration de travaux. Il y a plusieurs actions qui sont possibles lorsqu'il y a une remarque qui apparaît. Donc, pour l'ANSS, il nous est impossible de fournir une priorité ou une liste d'actions à suivre en cas de remarque au niveau du Check-in Network. Ces données sont exploitées, bien entendu, par l'inspection et aident le déclarant dans la gestion de sa déclaration de travaux. Nous avons listé les remarques que vous connaissez certainement. Et nous avons listé également le descriptif des remarques qui peuvent également vous être utiles pour la compréhension d'une remarque et éventuellement ce qu'il faut faire, mais tout en sachant qu'une
une remarque peut avoir plusieurs actions possibles. Je prends le cas d'une entreprise qui signe un contrat par exemple, de 5 000 € avec un client. Cette entreprise ne fait pas appel à des sous-traitants. Donc, normalement, au niveau de la législation en matière de déclaration de travaux, cette entreprise ne doit pas faire la déclaration de travaux. Mais si l'entreprise intervient sur un chantier visé par le check-in, elle devra quand même s'enregistrer. Et donc, suite à cet enregistrement, il y aura une remarque comme que l'entreprise n'est pas déclarée dans la déclaration de travaux. En réalité, il n'y a pas d'action à opérer puisque l'entreprise ne devait pas déclarer son contrat vu le montant de son contrat. Mais elle peut bien entendu faire le check-in. Donc, par exemple, dans ce cas, il n'y a pas, même s'il y a une remarque, il ne faut pas la corriger. Il ne faut pas effectuer une action pour la corriger. Au niveau de l'enregistrement des maîtres d'œuvre et des coordinateurs, vous êtes certainement au courant que pour les architectes qui ne représentaient pas une priorité au niveau du service de l'inspection, dorénavant doivent s'enregistrer lorsqu'ils remplissent la fonction de maître d'œuvre chargé de la conception ou maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution. Donc, ils doivent s'enregistrer, mais les architectes doivent être signalés dans la partie correspondante au maître d'œuvre et des coordinateurs, donc ils ne doivent pas être signalés en tant que sous-traitants. Donc, les architectes doivent être présents dans cette partie et ils doivent s'enregistrer, mais ils ne doivent pas être signalés en tant que sous-traitants dans la déclaration de travaux. Nous avons, sur le portail, il y a également un flash info par rapport à la manière dans laquelle les architectes doivent enregistrer leur présence et la manière dans laquelle ils doivent être déclarés dans la déclaration de travaux. J'ai repris ici sur ce slide la manière, mais vous l'avez également dans le flash info et dans le document FAQ qui est présent sur le portail. Nous avons reçu via la Confédération une question aussi, une entreprise qui doit enregistrer sa présence doit absolument se trouver dans une déclaration de travaux. Pour nous, la réponse est non, puisque les législations sont différentes. La législation en matière de déclaration de travaux est faite en fonction du montant du contrat et de l'appel au sous-traitant, tandis que la législation en matière de check-in work est en fonction du montant seuil du chantier. Et donc, comme j'ai expliqué déjà par rapport à cette remarque, il n'est pas obligatoire d'enregistrer dans une déclaration de travaux une entreprise dont le montant de son contrat est inférieur à 5 000 € par exemple, si elle ne fait pas appel à des sous-traitants. Par contre, elle devra enregistrer sa présence si le chantier est visé par le check-in work. Il y a quand même une réalité par rapport à cette question. La gestion d'une déclaration de travaux est beaucoup plus simple en croisant les données déclaration de travaux et remarques via check-in work. Donc, c'est beaucoup plus simple pour une entreprise de gérer correctement sa déclaration de travaux si tout le monde est présent sur cette déclaration de travaux. Mais il n'y a pas d'obligation. La déclaration de travaux, c'est une chose, le check-in work, c'est une autre chose. Quelques astuces, puisque nous sommes presque à la fin de cette séance d'information. Nous avons mis également les endroits qui vous mènent aux documents qui reprennent pas mal de questions qui ont été posées au fur et à mesure et également l'avis aux commettants, donc à quel endroit vous trouvez ces documents. Nous avons mis également les données de contact en fonction du type de questions que vous souhaitez poser, soit des questions adressées au service contractant, soit des questions en matière d'obligation de retenue. Nous avons également laissé la partie attestation, si jamais vous avez des questions par rapport aux attestations de marché public, par exemple, ou attestations de dette. Vous avez également leurs données de contact et le centre de contact Eranova que vous pouvez contacter en cas de problème technique ou en cas de... Peu importe le type de question, vous pouvez également passer par eux ou directement via le service contractant. Si nous sommes arrivés à la fin de cette présentation, de cette séance d'information, s'il y a d'autres questions par rapport à cette deuxième partie ou éventuellement par rapport à la première partie, nous vous écoutons.
Alors, la deuxième partie a suscité moins de questions. Je n'en ai pas actuellement, donc c'était, semble-t-il, très clair et complet. Bien entendu, si par la suite, les entreprises ont des questions qui n'ont pas été posées dans cette séance d'information ou qui peuvent apparaître par la suite, n'hésitez pas à les communiquer soit via la Confédération et qui va le transmettre, soit directement sur l'adresse contractant. Nous allons discuter ensemble de la meilleure manière de vous répondre ou nous allons faire appel à notre service informatique si les questions sont de nature technique. Mais essayez de nous donner le plus de détails possible pour pouvoir répondre de manière correcte et bien précise à vos questions. J'ai une question qui vient quand même d'arriver. Jusqu'à quelle heure peut-on annuler un check-in? C'est jusqu'avant 3h59 du jour concerné par le check-in. Ok. Ben, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier, nos deux oratrices de l'ESS pour cet exposé vraiment très, très clair. Et je profite également pour signaler aux entrepreneurs qu'en effet, si vous avez des questions par la suite, ben, n'hésitez surtout pas à contacter votre confédération locale ou directement l'ONSS. La semaine prochaine, nous avons notre prochain webinaire, lundi prochain, le 30 mai à 8h30. Et ce webinaire a pour thème la hausse des prix. Comment négocier en ces temps incertains? Je pense que c'est une thématique qui va intéresser un grand nombre de personnes. Et je profite également pour annoncer le webinaire suivant qui est le 14 juin à 12h pour les entreprises qui travaillent au Luxembourg ou qui souhaitent aller travailler au Luxembourg. Nous avons invité l'ITM à venir expliquer également comment déclarer leur chantier au Grand-Duché. Voilà, je tiens à vous remercier et je vous souhaite à tous et toutes une excellente après-midi. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.